Ma nièce a affirmé que je l'avais touché. Il a été prouvé que c'était faux. Je leur ai fait payer. Alors voilà. J'ai 37 ans et j'ai toujours été là pour ma famille, surtout pour ma nièce. Elle a 13 ans, et sa mère, ma belle-sœur, traverse une période difficile depuis que mon frère est décédé il y a quelques années. Je suis intervenu comme je pouvais, j'ai aidé financièrement, je me suis assuré que ma nièce ne manque de rien. Honnêtement, je n'y ai jamais réfléchi à deux fois. La famille, c'est la famille, non? Bref, le jour où tout ça a éclaté a commencé comme n'importe quel autre. Je rentrais chez moi après une journée normale de travail, impatient de poser les pieds et peut-être de regarder un peu la télé. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'ai regardé et j'ai vu plusieurs appels manqués de ma belle-sœur, ainsi que des messages, mais aucun n'avait vraiment de sens. Elle répétait juste « Tu dois répondre, c'est sérieux, tu es dans le pétrin ». Sans aucun contexte. Rien. Je l'admets, au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Je me suis dit que c'était encore un problème financier ou un drame quelconque. Ces derniers temps, elle enchaînait les galères d'argent, et j'avais déjà dû la dépanner, alors j'ai ignoré. Je me suis dit que je la rappellerais plus tard, une fois installée. Mais environ une heure plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois d'un numéro masqué. J'ai répondu en pensant que c'était un appel frauduleux, mais la personne à l'autre bout a dit « Bonjour. Est-ce que je parle à mon nom? Ici le détective X. Nous avons besoin que vous veniez au commissariat. » Là, j'ai compris que c'était sérieux. Je ne peux même pas expliquer l'angoisse qui m'a envahi. C'est ce sentiment où tu sais que quelque chose de très grave se passe, sans savoir quoi, mais ton instinct hurle. J'ai demandé ce qui se passait, mais ils ont refusé de m'en dire plus au téléphone, insistant pour que je vienne immédiatement. J'ai pris mes clés et je suis parti directement au commissariat, en essayant de passer en revue toutes les raisons possibles qui pourraient expliquer ça. Mais rien n'avait de sens. Une fois sur place, on m'a conduit dans une de ces salles froides et stériles, avec une table métallique et des chaises, et toute l'atmosphère me donnait l'impression d'être dans une mauvaise série policière. Le détective s'est assis en face de moi, l'air grave, et m'a demandé si je savais pourquoi j'étais là. J'ai répondu non, mais à ce moment-là, mon esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis il me l'a dit. Il a expliqué que ma nièce avait porté de graves accusations contre moi. Au début, je n'ai pas compris. Je le regardais, clignant des yeux, essayant d'assimiler. Puis il a répété et détaillé exactement ce qu'elle prétendait. J'ai eu l'impression de recevoir un coup dans le ventre. Elle m'accusait de quelque chose que je n'ose même pas répéter, quelque chose qui me donnait la nausée rien qu'en l'entendant. J'étais abasourdi, complètement figé par le choc. Mon premier réflexe a évidemment été de nier. J'ai dit au détective qu'il devait y avoir une erreur, que je ne ferais jamais une chose pareille, que je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse dire quelque chose d'aussi horrible. C'était ma nièce, une gamine que j'avais pratiquement aidée à élever depuis la mort de son père. Ça n'avait aucun sens. Mais voilà le problème, le détective me regardait comme si j'étais coupable d'emblée, comme s'il avait déjà fait son choix. Il a dit qu'ils avaient déjà lancé une enquête et que ça ne jouait pas en ma faveur. Apparemment, ils avaient aussi parlé à sa mère, et elle soutenait totalement sa fille. Entendre ça m'a fait mal, mais ça m'a surtout profondément dérouté. Pourquoi ma belle-sœur appuierait-elle une accusation pareille? D'où tout ça sortait-il? À ce moment-là, j'étais en panique. C'est une chose d'apprendre que quelqu'un t'accuse dans ton dos, mais l'entendre de la bouche d'un détective, assis dans une salle d'interrogatoire, c'en est une autre. Il insistait, me demandait si j'avais quelque chose à cacher, si je voulais avouer quoi que ce soit. J'avais l'impression de devenir fou, comme si je faisais un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Finalement, il a demandé s'il pouvait fouiller ma maison. Il a présenté ça comme si je n'avais pas vraiment le choix, alors j'ai accepté. Je n'avais rien à cacher. Et à ce stade, je voulais juste faire tout ce qu'il fallait pour prouver mon innocence. Mais l'idée qu'il fouille chez moi, passe tout au peigne fin comme si j'étais un criminel, me donnait la nausée. Après des heures de questions et d'attente, ils m'ont finalement laissé partir, sans vraiment clarifier quoi que ce soit. Le détective s'est contenté de me dire de rester joignable et qu'il me recontacterait bientôt. Je suis sorti de là complètement sonné, l'esprit envahi de questions sans réponse. Comment en était-on arrivé là? Pourquoi ma nièce dirait-elle quelque chose d'aussi atroce? Et qu'est-ce que ma belle-sœur avait en tête en soutenant tout ça? Quand je suis rentré chez moi, la réalité m'a frappé de plein fouet. Cette accusation pouvait ruiner ma vie, mon travail, mes relations, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Tout pouvait s'effondrer à cause d'un mensonge. Je faisais les 100 pas chez moi, repassant les événements de la journée encore et encore, cherchant une logique, mais je ne trouvais rien. Ma nièce et moi n'avions jamais eu de problème. Au contraire, je pensais que nous étions proches. J'avais passé d'innombrables heures à l'aider, à veiller sur elle, à être présent quand elle en avait besoin. Rien ne collait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage du détective, j'entendais l'accusation de ma nièce résonner dans ma tête. L'injustice de toute cette situation me rongeait, et je passais sans cesse de la colère à l'incrédulité. Comment sa propre famille peut-elle te trahir ainsi?
Pourquoi quelqu'un en qui j'avais confiance ferait-il quelque chose d'aussi cruel? Je me disais qu'il devait y avoir une explication, un malentendu qui finirait par éclaircir tout ça. Mais au fond de moi, une part commençait à craindre le pire. Le comportement de ma belle-sœur, sa volonté de soutenir ce mensonge, quelque chose sonnait faux. Trop calculé, trop intentionnel. Ce n'était pas juste un malentendu ou une erreur. Ça commençait à ressembler à une attaque, une tentative ciblée de me détruire. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail pour me mettre en arrêt maladie, trop épuisé et distrait pour faire semblant d'avoir une journée normale. Et tandis que je restais là, à fixer mon téléphone sans vraiment le voir, j'ai compris que j'avais un choix à faire. Je pouvais essayer d'avancer, faire comme si tout allait se calmer tout seul, ou je pouvais riposter, creuser pour comprendre pourquoi il faisait ça et exposer la vérité. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais j'étais prêt à le faire. Après cet interrogatoire cauchemardesque, j'étais complètement détruit. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je n'arrivais plus à me concentrer sur autre chose que ce que ma nièce avait dit à mon sujet. J'essayais de donner un sens à tout ça, mais chaque pensée menait à encore plus de frustration et de confusion. Comment une enfant que j'avais tant aidée pouvait-elle soudain se retourner contre moi? Et pourquoi ma belle-sœur, la femme de mon frère défunt, appuierait-elle une accusation aussi grave? Le pire, c'était que la police ne l'avait pas simplement balayée d'un revers de main. Ils la prenaient au sérieux, m'enquêtaient comme si j'avais réellement fait ce qu'elle prétendait. Toute la situation était folle. J'étais là, assis dans ma propre maison, ma vie désormais enveloppée d'un nuage de suspicion. Tout autour de moi semblait différent, comme si mon foyer lui-même était devenu souillé. Et je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose de plus sombre se cachait derrière tout ça, comme s'il manquait une pièce essentielle au puzzle. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que ce n'était pas juste une enfant disant une bêtise. Ça donnait l'impression que tout était calculé, qu'il y avait une raison derrière tout ça. Mais laquelle? Puis, sans prévenir, j'ai reçu un appel du détective en charge de mon dossier. Il m'a dit qu'il devait faire venir ma nièce pour un nouvel entretien, cette fois sans sa mère. Ça a immédiatement attiré mon attention. Je ne comprenais pas pourquoi il les séparait. Mais si la police commençait à penser qu'il y avait quelque chose de louche, c'était déjà un petit soulagement. Comme une minuscule fissure d'espoir que toute cette histoire puisse enfin s'éclaircir. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans cette pièce pendant son deuxième interrogatoire. Tout ce que je sais, c'est que, quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Le détective avait une voix différente, comme s'il était soudain de mon côté. Il m'a annoncé que ma nièce avait avoué avoir tout inventé. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Elle avait menti. Enfin, je voulais évidemment que ce soit faux, puisque c'était un mensonge. Mais l'entendre confirmer, c'était autre chose. J'ai ressenti un mélange étrange de soulagement, de colère et, honnêtement, de pure trahison. Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit, pourquoi elle aurait menti ainsi, mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas donner tous les détails par téléphone. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que sa mère, ma belle-sœur, l'avait poussé à le faire. En entendant ça, je n'ai même pas les mots. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, non? Pourtant, à cet instant précis, j'ai eu l'impression que ma propre famille m'avait jeté sous le bus sans la moindre hésitation. Ma belle-sœur avait forcé sa propre fille, son propre enfant, à mentir et à dire que j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Mais pourquoi? Ça n'avait aucun sens. Quand j'ai rencontré le détective en personne, il m'a tout expliqué. Ma nièce avait confessé que sa mère lui avait demandé de porter ses accusations parce qu'elles avaient besoin d'argent, et que ma belle-sœur pensait que ce serait un moyen facile de me faire chanter. Le plan entier consistait à me coincer, à me terroriser à l'idée que ma réputation soit détruite, pour que je paie, que je me taise et que je protège ma peau. Je restais là, abasourdi, pendant qu'il m'expliquait tout ça. Chaque mot était comme un coup de poignard dans le dos. J'avais toujours su que ma belle-sœur avait des difficultés financières depuis la mort de mon frère. C'est précisément pour ça que j'étais intervenu autant de fois. Les courses, les vêtements pour ma nièce, un peu d'argent par-ci par-là pour m'assurer qu'elles allaient bien. Et elle avait retourné ça contre moi, transformé mon aide en arme pour essayer de m'extorquer encore plus d'argent. Le détective m'a expliqué que, dans sa déclaration, ma nièce avait dit qu'elle avait d'abord essayé de résister. Elle savait que c'était mal, qu'elle avait peur de le faire. Mais sa mère lui avait dit qu'elle n'avait pas d'autre choix, que c'était la seule solution. Imaginez ça, une enfant de 13 ans à qui sa propre mère dit de faire quelque chose d'aussi tordu parce que c'est la seule option. J'étais écœuré. J'avais toujours pensé connaître ma belle-sœur. Après tout, c'est la famille. Elle a épousé mon frère, et quand il est décédé, j'ai eu l'impression que c'était mon devoir d'intervenir, d'être là pour elle. Mais entendre comment elle avait manipulé sa fille pour lui faire dire quelque chose qui aurait pu détruire toute ma vie, je n'arrivais pas à y croire. À quel point faut-il être désespéré? Et égoïste, surtout, pour infliger ça à son propre enfant? Le détective m'a demandé si j'avais la moindre idée qu'elle pouvait être dans une situation financière aussi grave. Je lui ai répondu honnêtement qu'elle avait déjà mentionné des problèmes d'argent, mais jamais à ce point. Elle restait toujours vague, disant qu'elle aurait peut-être besoin d'un petit coup de main, ce genre de choses. Et oui, je l'avais déjà aidée,
mais je n'avais aucune idée qu'elle en était arrivée à un point où elle se retournerait contre moi comme ça. Je n'arrivais pas à tenir en place. Mes mains tremblaient, mon esprit partait dans tous les sens. Je repensais à toutes les fois où je lui avais fait confiance, où je l'avais laissé entrer dans ma vie, dans ma maison. Et maintenant, savoir qu'elle était capable d'un tel niveau de trahison, c'était irréel. J'avais déjà entendu parler de gens qui poignardent les autres dans le dos pour de l'argent, mais là, c'était ma famille. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait, et encore moins de la part de personnes pour qui je m'étais plié en quatre. Et puis il y avait ma nièce. Je ne savais plus quoi ressentir à son sujet. Une part de moi avait de la compassion pour elle. Après tout, ce n'est qu'une enfant. Mais elle avait quand même suivi le plan. Elle avait laissé ces mots sortir de sa bouche, en sachant très bien ce qu'il pouvait me faire. Je n'arrivais pas à chasser de mon esprit son visage, celui de la petite que j'avais aidé à élever, désormais à jamais associé à un mensonge qui avait failli briser ma vie. Le détective m'a dit qu'ils allaient convoquer ma belle-sœur, mais qu'ils ne pouvaient rien garantir. Même avec les aveux de ma nièce, il serait difficile de prouver l'ampleur de l'implication de sa mère, surtout si elle décidait de tout nier. J'étais furieux, mais aussi impuissant. L'idée qu'elle puisse s'en sortir sans conséquence me rendait malade. J'ai remercié le détective, serré sa main, et quitté le commissariat. Je suis rentré chez moi comme dans un brouillard, essayant encore de tout assimiler. J'avais l'impression d'être coupé en deux. D'un côté, j'étais soulagé que mon nom soit blanchi, que le mensonge ait été exposé. De l'autre, j'étais rempli de colère et de tristesse. C'était ma famille. Mon propre sang avait essayé de me détruire pour de l'argent. Une fois chez moi, je suis resté assis en silence, repassant chaque instant encore et encore. Le soulagement d'avoir été innocenté était bien là, mais il était enfoui sous des couches de colère, de trahison et de douleur. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Tout ce que je savais, c'est que plus rien ne serait jamais pareil. Après avoir appris la vérité par le détective, j'avais à peine réussi à tenir le coup. Le fait que ma belle-sœur soit allée jusqu'à utiliser sa propre fille pour me piéger, c'est difficile à décrire. Le choc, la colère, la trahison, tout me frappait par vagues. Mais au fond de moi, je savais ce que je devais faire. Je devais la confronter. Il était hors de question de laisser passer ça sans entendre de sa bouche sa misérable excuse pour expliquer pourquoi elle avait cru que tout ça était acceptable. Je n'ai même pas pris la peine de l'appeler. J'ai pris la voiture directement pour aller chez elle, l'esprit en ébullition tout le trajet. Je repensais à chaque moment des dernières années, à chaque fois où je l'avais aidée, à chaque euro donné pour m'assurer qu'elles allaient bien. Et elle m'avait fait ça? J'étais hors de moi, et je ne savais même pas ce que j'allais lui dire en la voyant. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de réponses. Quand je suis arrivé, elle a ouvert la porte avec un air surpris, mais pas effrayé, ce qui m'a encore plus mis en colère. Elle était là, devant moi, comme si elle n'avait pas tenté de ruiner ma vie. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas exploser sur le champ. À la place, je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, il faut qu'on parle. Maintenant. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, avec un faux sourire, me demandant si je voulais m'asseoir, comme s'il s'agissait d'une conversation tout à fait normale. Il n'en était pas question. Pourquoi? Ai-je demandé, en allant droit au but. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi avoir poussé ta propre fille à inventer quelque chose d'aussi grave? Au début, elle a eu l'air déstabilisée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Puis elle s'est reprise et a poussé un soupir lassé théâtral. Écoute, tu ne comprends pas à quel point ça a été difficile, a-t-elle dit. Je suis une mère célibataire, et les choses sont vraiment compliquées depuis la mort de ton frère. Toi, tu as de l'argent, moi non, et... Stop, l'ai-je coupé. Je ne voulais pas entendre ces excuses. Tu as essayé de ruiner ma vie. Tu as dit à ta fille de m'accuser de quelque chose d'écœurant. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle a croisé les bras et détourné le regard, adoptant une attitude défensive. Je n'avais pas le choix, a-t-elle marmonné, sans toujours croiser mon regard. Tu t'en sors bien, et nous, on galère. J'étais désespéré. D'accord? Les gens désespérés font des choses désespérées. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Les gens désespérés font des choses désespérées? C'était ça, sa justification? Tu as pensé que traîner mon nom dans la boue était une solution acceptable parce que tu manquais d'argent? Ai-je pratiquement hurlé. Je t'ai aidé chaque fois que tu l'as demandé, et c'est comme ça que tu me remercies? Elle a levé les yeux au ciel, ce qui m'a encore plus mis hors de moi. Oh, s'il te plaît. Tu fais comme si tu avais fait tellement de choses pour nous, mais quelques aides par-ci par-là ne règlent pas vraiment tous mes problèmes. J'avais besoin d'une vraie aide. Une vraie aide? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. J'ai payé les courses, les vêtements, les fournitures scolaires, tout ce que tu veux. Tu comptais me soutirer combien, exactement? Elle est restée silencieuse, la mâchoire crispée, puis elle a enfin levé les yeux vers moi, clairement agacée. C'est facile à dire pour toi. Tu ne sais pas ce que c'est que de lutter jour après jour. Je pensais que si je te faisais juste un peu peur, peut-être que tu nous donnerais enfin ce dont on a vraiment besoin. Me faire peur? Le mot résonnait dans ma tête. Tu voulais me faire peur pour que je te donne de l'argent en faisant accuser ta fille de quelque chose d'impardonnable. Tu te rends compte à quel point c'est tordu,
où tu as complètement perdu le sens des réalités. Son visage s'est durci. Ce n'était pas censé aller aussi loin, a-t-elle dit. Je pensais que tu paierais discrètement, que tu te sentirais peut-être assez coupable pour nous aider sur le long terme. Tu dois comprendre. Je ne voulais pas que ça dégénère comme ça. Dégénérer. Je sentais mon pouls battre dans mes tempes. Tu as dit à ta fille de m'accuser d'un crime. D'un crime. Tu as seulement réfléchi à ce que ça me ferait, à moi, ou à ce que ça lui ferait, à elle? Elle a détourné le regard à nouveau, sans répondre. C'était comme si elle s'était construit un mur autour d'elle, imperméable à tout. Aucun remords, aucune conscience de la destruction qu'elle avait failli provoquer. Elle se contentait de répéter à quel point sa vie était difficile, comme si ça justifiait tout. Je te faisais confiance, ai-je dit, en essayant de garder une voix calme. Je te faisais confiance, et je lui faisais confiance. J'ai essayé d'être là pour vous deux depuis la mort de mon frère, et tu as utilisé ça contre moi. Tu as transformé ta propre fille en arme pour tenter de me faire chanter. Tu t'entends parler? Elle a soufflé, puis a enfin croisé mon regard avec un air indigné. D'accord. Peut-être que c'était un peu extrême. Mais comme je l'ai dit, autant désespéré, mesure désespérée. J'ai secoué la tête, envahi par un mélange de colère et de dégoût que je n'arrivais même pas à exprimer. Il y a une différence entre être désespéré et être cruel, ai-je répondu. Et ce que tu as fait était purement et simplement cruel. Tu as essayé de ruiner ma vie pour de l'argent, et tu as entraîné ton propre enfant là-dedans. Elle n'a pas répondu. Elle a juste croisé les bras et fixé le sol, comme une enfant boudeuse qu'on vient de gronder. C'est à ce moment-là que j'ai compris que rien de ce que je dirais ne l'atteindrait. Elle s'était convaincue qu'elle était la victime, que ses actes étaient justifiés parce qu'elle souffrait. Tu sais quoi? Ai-je finalement lâché, incapable de retenir l'amertume. C'est fini. Ne m'appelle plus pour de l'argent. Ne me demande plus jamais d'aide. À partir de maintenant, tu te débrouilles seul. Ça l'a sortie de sa torpeur. Elle a levé les yeux, écarquillée, et a commencé à protester. Mais, et ma fille? Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin d'une mère qui ne l'utilise pas comme une arme, ai-je répliqué. Et manifestement, tu n'es pas cette mère-là. Tu as clairement montré que tu étais prête à l'utiliser comme un pion si ça t'arrange. Alors non, je ne serai pas là pour réparer tes dégâts. Elle a essayé de me culpabiliser ensuite, disant que j'étais trop dur, que ma nièce ne devrait pas souffrir à cause de ses erreurs. Mais j'en avais assez. Je lui ai dit que je ne reviendrai pas sur ma décision, et je suis parti. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de vraiment respirer. Pourtant, la confrontation ne m'a apporté aucun apaisement. Si quelque chose, je suis parti encore plus amer. Ma belle-sœur avait tout tordu pour se poser en victime, comme si ses difficultés excusaient tout ce qu'elle avait fait. Et le pire, c'est qu'elle ne comprenait toujours pas les dégâts qu'elle avait failli causer. J'ai réalisé alors qu'elle ne se souciait ni de moi ni de sa fille. Elle ne se souciait que d'obtenir ce qu'elle voulait, peu importe le prix. Quand je suis rentré chez moi, j'étais vidé. Je pensais que la confronter m'apporterait un peu de paix, mais ça m'a surtout fait comprendre à quel point elle m'avait trahi. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché, et que je la voyais enfin pour ce qu'elle était vraiment, une personne manipulatrice et égoïste, prête à tout pour arriver à ses fins. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était claire, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance. Après cette confrontation, je me sentais complètement épuisé. Je pensais que la dénoncer et couper les ponts m'apporterait une forme de conclusion, peut-être même de paix. Mais en réalité, je me sentais encore plus secoué. C'était comme si j'avais parlé à un mur pendant tout ce temps. Elle n'avait aucun remords, aucune réelle compréhension de ce qu'elle avait fait. Cette femme se voyait sincèrement comme la victime dans toute cette histoire. Une fois rentré, je suis resté assis en silence pendant longtemps, à tout repasser dans ma tête. J'essayais de me convaincre que j'étais libre d'elle, que je ne lui devais plus rien. Mais chaque fois que je repensais à ses excuses tordues, à l'absence totale de remords dans son regard, quelque chose bouillonnait à nouveau en moi. Elle avait presque ruiné ma vie, en utilisant sa propre fille pour tenter de me manipuler et de m'extorquer de l'argent, et elle agissait comme si ce n'était rien, comme si c'était moi qui étais déraisonnable de ne pas sortir le portefeuille. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pensais aux gens que je connaissais, à ceux qui avaient peut-être entendu parler des accusations avant qu'elles ne soient démenties. Et même si la police avait clos l'enquête en blanchissant mon nom, il restait ce sentiment tenace au fond de moi, le mal était peut-être déjà fait. Les gens n'oublient pas ce genre de choses, même quand la vérité éclate. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas laisser ça passer, pas après ce qu'elle avait essayé de faire. Couper les ponts et continuer ma vie ne suffisait pas. Je devais la tenir responsable. Si elle avait été capable d'aller aussi loin une fois, qui dit qu'elle ne recommencerait pas avec quelqu'un d'autre? Et le pire, c'est qu'elle avait entraîné sa propre fille dans ce désastre. Cet enfant méritait mieux qu'une mère qui lui apprend à mentir et à manigancer pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai appelé le détective qui s'était occupé de mon dossier et je lui ai dit que je voulais porter plainte contre elle. Il a semblé surpris au début, pensant sans doute que, puisque l'accusation avait été prouvée fausse, je voudrais simplement tourner la page. Mais quand je lui ai raconté tout ce qu'elle avait dit pendant notre confrontation, le chantage, la manipulation,
la pression exercée sur sa fille, il a compris. Il m'a demandé si j'étais sûr. Il m'a prévenu que porter plainte ne serait pas simple, que ce serait une procédure longue et que je devrais probablement revivre une grande partie de ce que j'avais déjà traversé. Je le savais. Et oui, ça me faisait peur, l'idée de replonger dans ce cauchemar dont je sortais à peine. Mais plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que je ne pouvais pas laisser la peur m'empêcher de faire ce qui était juste. Alors je lui ai dit que j'étais sûr. Absolument sûr. Ce n'était pas seulement pour moi. C'était aussi pour ma nièce. Cet enfant avait besoin d'un électrochoc, de quelque chose qui lui montre que les actes ont des conséquences, même quand on est sous la pression de la personne en qui on a le plus confiance. Et j'espérais, peut-être, que ce serait aussi un déclic pour ma belle-sœur, même si, honnêtement, je doutais qu'elle comprenne un jour vraiment. Les semaines suivantes ont été tendues. La police a dû tout reprendre depuis le début, recueillir ma déposition de façon plus détaillée, me poser des questions sur toutes les fois où je l'avais aidé financièrement par le passé. J'ai dû faire remonter des souvenirs que j'aurais préféré oublier, et c'était difficile, mais je me rappelais sans cesse pourquoi je faisais ça. Je devais m'assurer que ça n'arriverait à personne d'autre. Je devais me protéger, ainsi que toute autre personne qui aurait pu être sa prochaine cible. Puis, enfin, le jour est arrivé. La police s'est présentée chez elle et l'a arrêtée. Pour être honnête, je pensais ne ressentir que du soulagement, mais la réalité m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. C'était quand même ma famille, après tout. La femme de mon frère décédé, la mère de ma nièce. Et maintenant, elle était emmenée menottée à cause de ses propres actes. Mais penser à ce qu'elle avait failli me faire, à quel point elle avait été proche de détruire ma vie, m'a permis de garder les pieds sur terre. C'était de sa faute. Quelques personnes ont évidemment entendu parler de son arrestation. Les rumeurs familiales se propagent à une vitesse folle. J'ai reçu des appels de proches me demandant ce qui s'était passé, me disant que j'étais allé trop loin, que j'aurais dû laisser tomber. Mais j'ai tout expliqué, de l'accusation au chantage. Et dans l'ensemble, les gens ont commencé à comprendre mon point de vue. Certains trouvaient encore que j'avais été trop dur, mais d'autres étaient choqués, surtout en réalisant que ma belle-sœur avait utilisé sa propre fille pour essayer de m'atteindre. Un membre de la famille m'a même dit « Tu fais ce qu'il faut. Les gens doivent apprendre qu'il y a des conséquences. » Ça m'a apporté un certain réconfort de savoir qu'au moins quelques personnes comprenaient ma position. Le lendemain de son arrestation, je me suis surpris à penser à ma nièce. Je savais que les services de protection de l'enfance allaient intervenir, qu'elle serait probablement placée quelque part temporairement. Une part de moi se sentait responsable, presque coupable. Mais je me rappelais aussi qu'elle avait été manipulée. Je ne pouvais pas la protéger des conséquences de ses actes, mais peut-être que ce serait pour elle une occasion d'y voir plus clair, de comprendre que ce que sa mère avait fait n'était pas normal. Pourtant, même en essayant de rationaliser, ça faisait mal. Je m'étais occupé de cet enfant, je l'avais traité comme la mienne, et elle avait suivi le plan de sa mère sans réfléchir à ce que ça me ferait. Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte facilement. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction, sur le retour à une forme de normalité. Mais toute cette épreuve avait laissé des traces. J'étais devenu plus prudent, plus méfiant. La famille n'avait plus la même signification pour moi. J'avais appris à mes dépens que la loyauté peut être à sens unique, et que les personnes en qui on a confiance peuvent se retourner contre vous pour des raisons qu'on ne comprendra jamais. Quand je repense à ma décision de porter plainte, je n'ai aucun regret. J'ai fait ce que je devais faire. Je me suis protégé et, d'une certaine manière, j'ai peut-être aussi aidé ma nièce. J'espère qu'un jour, elle réalisera que tout cela est arrivé parce que sa mère a abusé de nous deux. J'espère que c'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de ma belle-sœur, j'avais l'impression d'être dans un état étrange, entre soulagement, regret et une colère immense qui ne s'en allait pas. Ma famille était très divisée sur ce qui s'était passé. Certains pensaient que j'avais totalement raison, d'autres que j'étais allé trop loin en portant plainte, que j'aurais dû laisser couler et passer à autre chose. D'une certaine manière, c'était presque ironique. Tout le monde avait un avis, mais personne ne comprenait vraiment ce que j'avais vécu. J'essayais de ne pas y prêter attention. Au fond, je savais pourquoi j'avais agi ainsi. Je ne pouvais pas laisser ce qu'elle avait fait impuni, pas après avoir été si près de détruire ma vie. Et honnêtement, j'espérais aussi que ça servirait de leçon à ma nièce. Mais même en le sachant, ça ne rendait pas les choses plus faciles. Ma famille, les personnes sur qui je pensais pouvoir compter, me semblaient désormais étrangères. Reprendre le travail a été étrange. Pendant un moment, j'avais l'impression de porter une étiquette invisible, comme si tout le monde pouvait deviner ce que j'avais traversé, même sans en connaître les détails. Je sais que c'était en grande partie dans ma tête, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. J'étais hyper conscient de chaque interaction, me demandant si les gens pensaient quelque chose ou chuchotaient derrière mon dos. Mon patron et quelques amis proches savaient ce qui s'était passé, et ils m'ont soutenu, ce qui m'a aidé, mais j'avais quand même l'impression qu'un lourd nuage planait au-dessus de moi. Chaque jour, je repassais toute l'histoire dans ma tête, me demandant si j'aurais pu agir autrement. Aurais-je pu empêcher ça? Aurais-je dû être plus méfiant envers ma belle-sœur, moins confiant? C'est étrange. Avant tout ce chaos, j'ai toujours cru qu'il fallait être généreux, surtout avec la famille.
Mais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de tout remettre en question. Avais-je été naïf? Trop enclin à aider? Je m'étais toujours vu comme quelqu'un de bien, mais j'ai commencé à comprendre que parfois, être le gentil fait simplement de vous une cible facile. Environ une semaine après l'arrestation, j'ai reçu un appel d'une amie de la famille qui avait entendu quelques bribes de l'histoire. Elle m'a dit que ma nièce se trouvait dans une famille d'accueil temporaire, et j'ai ressenti une pointe de culpabilité impossible à ignorer. Je savais qu'elle avait été manipulée, que sa mère l'avait mise dans une situation impossible, mais ça n'effaçait pas le fait qu'elle avait suivi le mouvement. C'est difficile de passer outre. Malgré tout, apprendre qu'elle était seule dans une famille d'accueil m'a touché. Aucun enfant ne devrait vivre ça, même s'il a été impliqué dans quelque chose d'aussi tordu. Une part de moi avait envie de prendre contact, d'offrir une forme de soutien, peut-être de passer par les services sociaux pour prendre de ses nouvelles. Mais chaque fois que j'y pensais, ce mur de colère se dressait à nouveau en moi. Je n'étais pas prêt à pardonner. Pas encore. Peut-être un jour, mais à ce moment-là, les blessures étaient trop récentes. Et puis, je ne savais même pas si ça servirait à quelque chose. Elle avait besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre les conséquences de ses actes, et moi aussi, j'avais besoin de temps pour guérir. Quelques mois s'étaient écoulés depuis toute cette histoire avec ma belle-sœur, et pour la première fois depuis longtemps, je commençais à sentir que les choses se stabilisaient. J'avais mis beaucoup de distance entre moi et ce chaos, et même si je me sentais toujours trahi, j'arrivais de mieux en mieux à gérer ça, à ne pas laisser ces pensées contrôler chaque instant. La vie recommençait enfin à sembler normale, ou du moins aussi normale que possible après une telle épreuve. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'évitais les numéros inconnus depuis un moment, pensant que c'était soit des démarcheurs, soit des membres de ma famille cherchant à raviver le drame. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. La voix à l'autre bout était calme, professionnelle. « Bonjour. Est-ce que je parle à mon nom? » « Oui, » ai-je répondu, toujours sur mes gardes. « Qui est à l'appareil? » « Ici Sarah, des services de protection de l'enfance. Nous avons votre nièce sous notre responsabilité et souhaitions vous parler d'une option possible. » En entendant ça, j'ai ressenti un frisson glacé, et je me suis préparé à ce qui allait suivre. Elle a continué, m'expliquant que ma nièce se trouvait en placement temporaire depuis l'arrestation de ma belle-sœur. Apparemment, ils avaient contacté d'autres membres de la famille, mais soit ils ne remplissaient pas les critères, soit ils n'étaient pas disposés à l'accueillir. Et donc, ils m'appelaient pour savoir si j'envisagerais une garde temporaire. Je ne sais pas, ai-je balbutié, submergé par un flot d'émotions auxquelles je n'étais pas prêt à faire face. Je ne suis pas sûr d'être la meilleure option. Sarah s'est montrée patiente, me laissant le temps d'encaisser. Elle m'a expliqué que le dossier de ma nièce était compliqué, qu'elle avait vécu beaucoup de choses avec sa mère, et que son environnement ne l'avait clairement pas mise dans les meilleures conditions pour réussir. Elle avait un ton compréhensif, presque compatissant, comme si elle savait à quel point tout ça a été lourd pour moi. Et peut-être que oui. Elle avait probablement déjà géré des situations similaires. Écoutez, a-t-elle dit après un moment, je ne vous demande pas de décider tout de suite. C'est une situation difficile, et je comprends qu'il y ait eu beaucoup de conflits. Mais en tant que membre de la famille, vous pourriez lui offrir une certaine stabilité, même si ce n'est que temporaire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et nous avons convenu de nous reparler quelques jours plus tard. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis là, à fixer le vide, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait. L'idée de l'accueillir me paraissait écrasante. Une part de moi voulait l'aider. Ce n'était qu'une enfant, et elle avait vécu son propre chaos. Mais une autre part n'arrivait pas à se défaire de la douleur et de la trahison liée à ce qu'elle avait fait, même si sa mère l'y avait poussée. Les jours suivants ont été un tourbillon. Impossible de me concentrer au travail, impossible de dormir correctement non plus. La décision pesait sur moi comme un fardeau, rendant tout le reste insignifiant. Je n'arrêtais pas d'hésiter, de peser le pour et le contre. D'un côté, elle restait ma nièce. Malgré tout ce qui s'était passé, je l'avais vue grandir. Je me souvenais des anniversaires, des fêtes, des fois où j'apportais des cadeaux et des courses, sachant que sa mère avait du mal à joindre les deux bouts. Je tenais à elle comme si c'était ma propre fille, et je ne pouvais pas nier qu'une part de moi voulait encore la protéger, s'assurer qu'elle ait une chance d'avoir une vie décente. J'essayais de me convaincre que, dans un environnement sain, elle pourrait peut-être dépasser ce que sa mère avait fait. Mais d'un autre côté, je n'arrivais pas à oublier ce qu'elle avait fait. L'accusation, l'enquête, les nuits blanches, l'angoisse constante, cette impression d'être jugé dans ma propre vie, son regard froid et récité quand elle disait des choses qui avaient failli me détruire. Il m'était difficile de la voir comme une enfant innocente après ça, même en me répétant qu'elle avait été manipulée. Une part de moi savait qu'elle n'avait été qu'un pion, qu'elle avait obéi, mais ça n'effaçait pas les dégâts. Mes amis avaient des avis partagés. Certains me disaient que ça ne valait pas la peine de rouvrir cette plaie, que ce serait trop douloureux, trop risqué de l'accueillir après ce qui s'était passé. D'autres pensaient que c'était peut-être une occasion de faire la différence, que si je la prenais chez moi, je pourrais être l'influence positive dont elle avait besoin pour changer. Mais aucun d'eux ne savait ce que ça faisait d'avoir toute sa vie menacée par quelqu'un en qui on pensait pouvoir avoir confiance.
Aucun d'eux n'avait vécu un tel niveau de trahison. Finalement, j'ai accepté de la rencontrer. Les services de protection de l'enfance ont organisé une visite encadrée dans leurs locaux, et je m'y suis rendu, nerveux, sans trop savoir à quoi m'attendre. Quand je suis entré, elle était assise là, paraissant plus petite et plus fragile que dans mes souvenirs. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant une seconde, j'ai vu passer une lueur de peur, peut-être même de culpabilité. Elle a murmuré un « salut » sans vraiment me regarder. Je me suis assis en face d'elle, sans savoir quoi dire. Elle semblait différente, plus renfermée, presque sur la défensive. Comme si elle s'était construite des murs autour d'elle, des murs que je ne savais pas si je pouvais franchir. Mais j'ai alors réalisé que je faisais exactement la même chose. J'étais assis là, sur mes gardes, chaque instinct me disant de me protéger. Je me suis raclé la gorge, essayant d'entamer la conversation. « Comment tu tiens le coup ?» C'était tout ce qui me venait à l'esprit. Elle a haussé les épaules, sans me regarder. « Ça va, je crois, c'est différent. » Il y a eu un silence, puis elle a ajouté, presque dans un murmure, « Je suis désolé. » En entendant ces mots, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'attendais des excuses, j'espérais qu'elle reconnaisse ce qui s'était passé. Mais maintenant qu'elles étaient là, elles sonnaient creux. Ou peut-être que c'était moi qui étais vide. Je n'arrivais plus à faire la différence. Nous sommes restés assis en silence, tous les deux mal à l'aise, hésitants. Quand la visite s'est terminée, les services sociaux m'ont demandé si j'avais pris une décision. Je leur ai dit qu'il me fallait encore un peu de temps, mais sur le trajet du retour, j'ai compris que je connaissais déjà la réponse. Je voulais l'aider, vraiment. Mais je savais aussi que la voir dans ma vie, sous mon toit, serait un rappel constant de tout ce que j'avais traversé. Je me demanderais toujours si je pouvais lui faire confiance, si elle était sincèrement désolée ou si elle disait simplement ce qu'elle pensait que je voulais entendre. Et ce n'est pas une base saine pour construire un foyer. Alors, quelques jours plus tard, j'ai rappelé Sarah et je lui ai donné ma décision. Je ne l'accueillerai pas. Ce n'était pas un choix facile, et ce n'était certainement pas celui que j'aurais imaginé devoir faire un jour. Mais après tout ce qui s'était passé, je devais aussi me protéger. J'espérais qu'elle trouverait un endroit où elle pourrait apprendre de ce qui s'était passé, où elle pourrait repartir à zéro sans le poids des erreurs de sa mère sur les épaules. Dire au revoir à sa famille est difficile, mais parfois, il faut savoir lâcher prise pour avancer.